Chapitre 26. L'aube était venue, un bleu léger ourlé de rose. Il faisait un froid glacial et dans le ciel, très haut, au-dessus du donjon, tournoyaient des aigles royaux. L'appel des trompes retentit, résonnant dans tout le château. Alors que nous sortions de la chapelle où avait eu lieu l'office des morts, nous nous trouvâmes nez à nez avec Petit Luc, qu'accompagnait un sergent d'armes. Après la tristesse de l'office, un immense soulagement m'envahit et je découvris à quel point Petit Luc, lui aussi, comptait pour moi. « Il vient de se présenter à la poterne, messire, fit le soldat qui maintenait notre compagnon par le bras. « Te voilà, toi » fit Thierry de Lhulle d'une voix bourrue. « Vous pouvez le lâcher, sergent. C'est un de mes écuyers, bien qu'il ne soit guère présentable. Tu as faim et froid, on dirait. » Très pâle, Petit Luc relottait, les vêtements souillés de boue et trempés de rosée. « Oui, je... Hervé » commença-t-il en claquant des dents. « Plus tard, nous parlerons plus tard. » Michel et Thomas conduisaient ce gaillard aux cuisines. « Tu me raconteras ton aventure une fois restaurée, lavée et changée. Et vous autres, ensuite, rejoignez-nous à la Seine. Exceptionnellement, ce matin, après notre entraînement, vous aurez tous quartier libre. » Nous acquiesçâmes et je pris Petit Luc par un bras, le soulevant à moitié de terre, tandis que Thomas le saisissait de même. « J'ai froid, murmura-t-il, et faim, si faim. » Les cuisines étaient une suite de salles prolongées, d'un immense cellier qui s'enfonçait dans les profondeurs de la falaise. Des jambons et des saucisses pendaient du plafond avec des carcasses de sangliers. Il y avait des fours, des séchoirs, de vastes tables à tréteaux couvertes de légumes et de viande à rôtir, des bassines de toute taille emplies de soupe et de crème d'amande, une odeur mêlée de miel, de viande rôtie et de pain chaud, et, courant en tous sens, qui au four, qui aux broches, qui à l'épluchage, une dizaine d'adultes, des femmes pour la plupart, et une ribambelle d'enfants dirigés par un solide gaillard, répondant au nom de Jean le Noir, tant il avait la face noircie par la fumée qui montait des fourneaux. Dans le cellier étaient entreposés des sacs de farine, du grain, des légumes secs, des viandes séchées, des barriques de sel, des tonneaux de vin et d'hydromel. De quoi nourrir la centaine d'habitants que comptait le château. « Eh bien, fit Jean le Noir en nous voyant entrer, que se passe-t-il » Thomas expliqua rapidement. « Voilà un gaillard que nous allons bien vite remettre sur pied. Asseyez-vous sur ce banc près du feu. Guy, viens servir ton maître et ses amis. » Le vieux Guy nous avait vus, mais il n'avait osé quitter son ouvrage. Sur l'ordre de Jean, il abandonna aussitôt le four à pain devant lequel il s'activait pour se précipiter vers moi et me serrer les mains avec effusion. Un sourire illuminait son visage ridé. « Bon, c'est pas tout ça, j'ai affaire, moi. Serre-leur à tous trois un bol d'hydromel, ordonna Jean le Noir au vieux Guy. « Merci, fit Thomas en prenant place à côté de Petit Luc le long de la grande table. Mais déjà, le Noir s'éloignait, haussant ses larges épaules, injuriant au passage de jeunes marmitons qui, distraits par la vue des écuyers, oubliaient de faire tourner les broches ou rôtissaient des marcassins et des faisans. « Ah, mon sire, si je ne vous vois plus !» me déclara Guy en posant sur la table du jambon, une miche de pain doré, des oignons secs, un fromage de chèvre, un pot de miel, des noix et une jarre d'hydromel, avec 3 bols. « Je sais, mon bon Guy, je sais, fis-je, ému malgré moi. Mais la vie à la Roche n'est pas aussi douce que chez nous, à Galardon. »« Mon Dieu, pour ça non, mon jeune sire, murmura le serviteur. Je fronçai les sourcils. Guy m'avait élevé, protégé, nourri. Il était le seul visage qui me restait de mon enfance dans cet endroit étranger. Je le trouvais amaigri, le teint jaune. « Je n'aime guère ta figure en ce moment, Guy, m'inquiétai-je. Est-ce qu'au moins tu manges à ta faim ici ?»« Oh oui, messire, pour ça, oui. Le Noir, malgré ses airs rudes et ses cris, est un brave homme. »« Mais quoi alors ? Je n'aime pas cet endroit. Il s'y passe de drôles de choses. Vous avez vu la mort du maître d'œuvre, puis celle de l'ouvrier. »« Oui, je sais cela, mais que cherches-tu à me dire ?» Guy m'entraîna près des fours où doraient de larges galettes d'épeautre. « C'est ce fou, messire. »« Quoi, ce fou ? Il vient tous les jours préparer les repas de son maître. »« Je ne vois là rien d'anormal. Il n'est jamais entré par la porte. Explique-toi. On ne sait jamais d'où il sort. Il apparaît et disparaît pire qu'un fantôme. » Je haussai les épaules, autant pour le rassurer que pour me tranquilliser moi-même.
Tu sais bien que ce château est à moitié creusé dans la falaise. Oui, et qu'il mène aux enfers et que les oracles de jadis y sacrifiaient des bêtes. Mais pour arriver aux cuisines, il n'y a pas tant de passages que cela. Et puis la nuit, dans ce château, il y a un démon qui rôde. On entend des bruits, des plaintes et des gémissements. On dit que c'est à cause de ce Guillaume de la Roche. Rien n'est pareil depuis son retour. Guy se signa et je ne pus m'empêcher de faire de même. Et puis, pour le maître d'œuvre et son ouvrier, il s'interrompit. Continue, l'encourageaise. Ses aides murmurent qu'on l'a assassiné, parce qu'ils savaient trop de choses, tout comme eux. Ils ont peur. Ils ne sont plus que 3 à avoir travaillé avec lui. Ils voulaient s'en aller, mais Thibault leur a ordonné de rester. Il a besoin de maçons. Guy se tut brusquement et pâlit. Qu'y a-t-il ? Puis je compris en voyant le fou s'avancer vers nous. Guy s'en retourna aussitôt près de Thomas et de Petit Luc, s'activant à trancher du pain, à couper du jambon, le visage baissé et les mains tremblantes. Je restai seule avec le fou qui souriait, vêtu d'un pourpoint rouge, accentuant sa difformité, son bonnet à clochette à la main. Son visage n'était pas scellé vu de près, juste tordu et taché de rouge, comme si l'homme s'était versé du vin sur le visage et qu'il avait pénétré sous sa peau. « La mort n'est que le milieu d'une longue vie, n'oubliez pas, » fit soudain le nain en me saluant. « Bien le bonjour, Seigneur Michel. »« Que veux-tu dire ? Tu sais mon nom ?»« On m'appelle le fou, Sire Michel, et l'on me chasse à coups de pierre. On veut me tuer, mais je sais bien des choses que les hommes ignorent. Folle je suis peut-être, mais point tant que vous qui croyez en l'amour et en la gloire. »« Michel, tout va bien ?» fit la voix inquiète de Thomas derrière moi. « Oui, ça va, répondis-je. »« Ah, le beau Thomas, reprit le fou d'un air entendu, un bien courageux écuyer. Il fera un magnifique chevalier, si la mort ne le prend pas avant. »« Que dis-tu » grondai-je, furieux et inquiet à l'idée que ce sinistre personnage envisage la fin de mon ami. « J'étais venu vous annoncer, Sire Michel, qu'on vous demande au donjon. Dame Morgane a besoin de vos talents de musicien. » Mon cœur cogna si fort que je portai malgré moi la main à ma poitrine. « Quoi ? Vous avez bien compris, Dame Morgane vous demande, fit l'autre avec un ricanement. Maintenant ? Oui, maintenant. Chapitre 27. Vous m'avez fait mander, madame ? Fis-je en m'inclinant très bas devant la châtelaine. Morgane était debout près de sa fenêtre, ne se retourna pas et j'en fus heureux, tant j'étais troublé. Oui, Michel. Que puis-je pour vous, madame ? Joue-moi donc un peu de musique, Michel, une ballade. Je la sentais mélancolique, préoccupée, inquiète. Je me dirigeai vers la viole et l'appuyai à mon menton en tirant les premières notes de la ballade de Galardon. Un long moment passa ainsi, sans qu'aucun mot ne soit échangé entre nous, Dame Morgane toujours immobile à sa fenêtre. Puis insensiblement, elle se détendit et retourna s'asseoir dans son fauteuil favori avec son ouvrage. Je continuai à jouer. Le fou m'a appris que le maître d'armes avait ramené le corps de l'un d'entre vous la nuit dernière, Michel. De qui s'agit-il ? D'Hervé, madame. Pauvre garçon, je l'aimais bien. Que s'est-il passé ? Raconte-moi, veux-tu ? J'acquiesçai, levant mon archet et immobilisant la vibration des cordes du plat de ma pomme. Je décrivis le vol des chevaux, la diversion, la mort d'Hervé et enfin le retour de Luc. Aussi, quand nous l'avons mené à la chapelle, repris-je, j'ai été surpris par la vue de ce cadavre. Quoi ? Que dis-tu ? Quel cadavre ? L'ouvrier Chartrain, le premier assistant du maître d'œuvre, madame. Mais je croyais que... Je m'arrêtai net. Morgane était devenue livide, une expression d'horreur envahissant son visage. Elle se leva, en vacillant, et s'affaissa sur elle-même, évanouie. Abandonnant la viole dont la caisse heurta le parquet, je me précipitai. « Madame, pardieu, madame !» m'écriai-je. Inerte, les yeux clos, les lèvres pincées, elle semblait morte. Sa respiration était si faible qu'elle soulevait à peine le tissu de son corsage. Je posai mon oreille sur sa poitrine et perçus de faibles battements de cœur. « Réveillez-vous, madame, je vous en prie, suppliai-je en la soulevant à demi pour la serrer contre moi. Moi qui me sentais si à l'aise l'arc à la main ou en combat, je ne savais que faire devant ce visage d'une infinie pâleur. « Madame, je vous en prie !» Jusqu'à présent, j'avais su cacher l'amour que je lui portais. Plus un amour d'enfant, pas encore un amour d'homme. Qu'étais-je, moi, simple écuyer, pour oser lever les yeux sur une châtelaine ?
Alors je me taisais, me contentant de calmer les battements de mon cœur et de baisser les yeux. Mais pas cette fois. Je la serrai contre moi avec angoisse, épouvantée à l'idée qu'elle puisse mourir. J'aurais voulu lui crier mon amour. Je ne sus que la presser maladroitement contre ma poitrine. Elle ouvrit les yeux. Je rougis et desserrai aussitôt mon étreinte. « Michel, c'est toi ?» fit-elle d'une voix d'enfant que je ne lui connaissais pas. « Que s'est-il passé ?»« Rien, madame, rien. Je vous parlais de la mort de ce maçon et vous avez eu un malaise. J'allais vous porter vers votre lit et appeler votre nourrice. » Alors que je disais ces quelques mots, elle pâlit à nouveau et posa la main sur son cœur, murmurant « Je suis si fatiguée. Aide-moi, veux-tu » ? « Oui, madame, oui, fis-je en la soulevant de terre et en la déposant sur son fauteuil. Reposez-vous un peu, je vais chercher de l'aide. Non, pas encore. Reste, Michel, reste. Les yeux de Morgane s'étaient emplis de larmes. Pour la première fois, je ne détournai pas les miens et me jetai à ses pieds. Madame, dis-je gravement, ma vie vous appartient, ne pleurez plus, je vous en conjure. Ne sois pas si grave, Michel, et pardonne ma faiblesse. Ce n'est que la santé de Messire, mon époux, qui m'inquiète fort. La nuit ne m'a pas été douce. Tu peux me laisser maintenant. Je me redressai très pâle. Elle n'avait pas même semblé entendre ce que je venais de lui dire. Une drôle de douleur me foya le cœur. Je me sentais rejetée. Pire, je n'existais pas pour elle. Je n'avais jamais existé. Vous, madame, les mots se bousculaient sur ma langue. Qu'y a-t-il, Michel? Seriez-vous contre moi? Un sourire illumina soudain son joli visage. Elle me tendit la main, ses doigts effleurant les miens. Non, je ne suis pas fâchée, bien au contraire, Michel. J'ai tant à me soucier en ce moment que je ne vois plus rien. Je te remercie de cette vie que tu m'as offerte. Je ne puis l'accepter, tu le sais, mais... Morgane se tut soudain. Je la fixai sans plus détourner les yeux et sentis qu'elle se troublait. Ta compagnie m'est douce, Michel, reprit-elle. Ta musique aussi, alors que tout autour de moi est si cruel. Une légère rougeur monta à ses joues. Elle attrapa son ouvrage et ordonna. Tu peux me laisser, cela va mieux. Rendu muet par ce que j'avais perçu dans sa voix, je m'inclinai très bas et sortis. Chapitre 28. Que faites-vous donc ici, jeune galardon m'interpella messire Thibault, que je croisai dans les escaliers du donjon. Dame Morgane m'a envoyé chercher pour lui jouer de la viole, messire. Ah, bien, bien, marmonna-t-il sèchement. Ne vous attardez pas, dépêchez-vous de rejoindre votre maître d'armes. Un écuyer n'est pas fait pour la mollesse ni pour la compagnie des dames. Je ne fais qu'accomplir mon devoir d'écuyer auprès de dame Morgane de la Roche, messire, rétorquai-je. Mais déjà Thibault avait tourné les talons, frappant à la porte de sa belle-sœur. C'est moi, madame, Thibault. Entrez.